70, le deuxième était le... Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est accueillis ici dans ce magnifique bâtiment Art déco. Alors, on est ici dans un hémicycle qui compte habituellement 175 membres du CESE, mais sont aussi présents des membres des CESE régionaux, on les appelle les Césaires. Mais d'abord, on aimerait vous entendre, Anne Hidalgo, sur votre vision de la démocratie. Vous avez 4 minutes et pas une seconde de plus. Merci beaucoup. Merci à vous, merci au président de m'accueillir ici et bravo pour cette initiative, je pense, absolument importante dans le moment démocratique que nous vivons. C'est un lieu que je connais, c'est un lieu dans lequel j'ai eu l'occasion aussi de venir lors de la Convention citoyenne sur le climat. Nous vivons une crise démocratique. Une crise démocratique, plus personne ne peut aujourd'hui la nier. Cette crise, pour moi, elle a des racines très profondes, notamment dans les inégalités sociales. Lorsque les inégalités sociales progressent dans un pays, lorsque les classes moyennes, finalement, se disent qu'elles n'arrivent plus à se loger, à vivre, à éduquer leurs enfants, elles doutent. Et elles doutent de quoi? Des institutions et de la démocratie. Et cette crise démocratique, il faut bien sûr la relever et apporter des solutions. Je crois que notre régime, notre 5e République, qui a été interprétée de façon extrêmement centralisée par le président sortant, est devenue une sorte de monarchie républicaine dans laquelle il y a un pouvoir vertical, un homme seul qui décide de tout, tout le temps, qui se passe de tous les corps intermédiaires, qui se passe des différents lieux qui peuvent aider à l'élaboration de la décision. Je pense au rôle, bien sûr, du Parlement, mais je pense aussi au dialogue social et au rôle des organisations syndicales, ou encore à l'échelle locale et à toute cette démocratie locale qui vit avec de la participation citoyenne sur tous nos territoires. Alors comment donner de la respiration? Comment faire que cette République, que cette démocratie soit plus continue, qu'on puisse avoir une meilleure participation, une plus grande participation de toutes les citoyennes et tous les citoyens? Je propose plusieurs choses. D'abord, je ne veux pas changer le numéro de la République. Je ne veux pas me lancer dans une constituante pour la bonne et simple raison qu'à côté de cette crise démocratique, il y a une crise écologique et une crise sociale sur laquelle il faut agir. Et je ne voudrais pas qu'on passe 5 ans à se poser la question du numéro de la République. En revanche, dans la pratique présidentielle, il y a des choses qu'on peut changer sans même bouger la loi. Je pense notamment au fait que le président doit se concentrer sur les domaines de la présidence et laisser son gouvernement gouverner, puisque c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Je suis pour que le président ait, par exemple, beaucoup moins de pouvoir en matière de nomination. Je pense que cette situation qui fait de nous un pays dans lequel finalement le président de la République a plus de pouvoir que le président des États-Unis parce qu'il n'a pas le rôle de contre-pouvoir des assemblées est quelque chose d'extrêmement préoccupant et peut conduire à des dérives. Et donc le Parlement, plus de pouvoir, la maîtrise de son ordre du jour, remettre aussi de la proportionnelle, c'est-à-dire je propose vraiment un système à l'allemande où à la fois on élit des députés sur un scrutin uninominal à 2 tours, mais on élit aussi, on vote aussi et on donne la possibilité à des formations politiques d'accéder au Parlement. Et puisque le temps m'est, je crois, un peu compté, vous dire aussi que bien sûr, il faut donner du pouvoir direct aux citoyens, d'intervenir directement. Je suis pour la reconnaissance dans notre droit du référendum d'initiative citoyenne. Je suis pour que le CESE devienne véritablement cette chambre de la vie, de la société civile qui participe à l'élaboration législative, que les citoyens, à la fois par leurs droits référendaires, mais par des droits d'amendement citoyens, puissent également intervenir dans le processus d'élaboration de la loi pour donner beaucoup plus de respiration à notre démocratie. Et puis, comme je l'ai dit au début, une plus grande décentralisation, elle est absolument indispensable parce que l'échelle locale est une échelle de participation citoyenne et de codécision.
4 minutes et 10 secondes. Merci, Merci. beaucoup, Anne Hidalgo. On est ici dans l'un des temples de la démocratie. Vous avez ici des représentants de la société civile, les corps intermédiaires, comme on dit. Hein. Ce sont les syndicats, les associations, des entreprises qui vont vous poser des questions qui ont été tirées au sort. Mais d'abord, moi, j'ai 2-3 petites questions à vous poser. Vous parliez d'institutions de démocratie. Vous avez obtenu largement vos 500 parrainages, plus d'1 millier même, selon le dernier décompte. Oui, 1177, je crois. Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel qui a été publié hier. Marine Le Pen a décidé de suspendre sa campagne de terrain, faute d'avoir ses 500 parrainages. Il lui en manque une centaine. Est-ce que vous lancez un appel aux élus, Anne Hidalgo ? Non, je pense que chacun fait ce qu'il doit faire. Le groupe socialiste avait proposé, il y a 1 an, une proposition de loi dans laquelle il était proposé de réduire le nombre de parrainages à 250, mais d'avoir aussi des parrainages citoyens de 150 000 citoyens pour pouvoir être à la base de la candidature à l'élection présidentielle. Ça a été rejeté par le gouvernement. Le gouvernement avait 5 ans pour se pencher sur cette question qui aujourd'hui occupe légitimement le débat démocratique. Mais moi, je considère que ce n'est pas là, dans l'urgence et sous l'émotion, qu'on va régler ce problème-là. Je considère que d'ailleurs obtenir 500 parrainages sur 42 000 personnes en capacité de donner ces parrainages, ce n'est pas non plus la mer à boire. Et donc, je ne lance pas d'appel, je dis simplement que le gouvernement aurait dû, s'il estime que cette question doit être posée sur le plan démocratique, eh bien, il avait 5 ans pour la régler. Le gouvernement qui finalement n'a pas adopté ce texte, mais c'est un peu fair-play, on peut le dire. Jean Castex a lancé un appel hier aux députés à l'Assemblée nationale en expliquant que parrainer un candidat, ce n'est pas un soutien politique, c'est un acte démocratique. Il a tort ? Oui, mais qui appartient à chaque élu de le donner ou de ne pas le donner. Donc moi, je considère que ces parrainages n'appartiennent à personne. Ils appartiennent à ceux qui les donnent et que chacun, en son âme et conscience, fasse ce qu'il est bon pour la démocratie. Et pour ma part, je considère que bien sûr, pour concourir à l'élection présidentielle, il faut aussi un certain nombre de critères. Est-ce que la démocratie sondagière est plus fiable et peut être un bon thermomètre? Est-ce que les parrainages qui sont donnés par des élus, qui sont des vrais élus, qui sont redevables d'ailleurs devant leurs concitoyens, qui viennent d'être élus, c'est pas des scrutins ont eu lieu il y a 2 ans pour les conseils, pour les maires, et il y a 1 an pour les régions et les départements. Donc c'est un renouvellement qui vient de se faire. Et les femmes et les hommes qui donnent leur parrainage et qu'ils le fassent, moi je ne dis à personne retenez votre parrainage ou donnez-le à tel ou tel, que chacun le fasse comme c'est prévu d'ailleurs dans notre cadre de droit, en son âme et conscience, et qu'il puisse expliquer, et chacun pourra expliquer devant les citoyens si c'est un soutien ferme ou si c'est autre chose qu'il vise par ce parrainage. Mais qu'on vienne nous expliquer qu'il y aurait quelque chose d'antidémocratique à avoir des parrainages alors que d'autres n'en auraient pas, alors ne mettons pas de critères. Enfin, quel est le sujet là? Quel est le sujet à 1 semaine de la clôture des parrainages? C'est troubler un peu plus le débat démocratique, troubler un peu plus ce débat politique qui a pris quand même une tournure absolument, je dirais, grotesque. Beaucoup d'ailleurs de nos concitoyens regardent de façon atterrée, tant le spectacle qu'il leur est donné pour l'instant est un spectacle quand même de très mauvaise qualité, où on a l'impression que c'est une course de petits chevaux plutôt que du destin de la France. Heureusement qu'il y a des lieux et des émissions comme ce que vous faites sur France Info qui permettent... Pardon, on vous remercie. Qui permettent notamment d'exposer les idées et puis de voir aussi les personnalités des candidates et des candidats. Vous parliez d'une campagne scandaleuse. Vous regrettez d'avoir été pour cette primaire populaire que vous souhaitiez au départ, vous qui souhaitiez en plus soutenir le candidat ou la candidate qui remporterait ce scrutin? Vous savez, je suis candidate d'une grande famille, une grande famille politique, une grande famille de pensée qui a conduit, qui a porté les grandes transformations dans notre pays, qui est une famille républicaine, qui est d'ailleurs indispensable au bon fonctionnement de notre République, qui a son aile droite, son aile gauche et bien sûr d'autres formations qui existent. Et donc, cette famille politique, je la porte. J'ai vu, comme tout le monde, l'émiettement à gauche, la difficulté de faire l'union.
J'avais tenté, il y a déjà quelques mois, de rapprocher les points de vue à partir d'un contenu. Si on veut créer de la dynamique, c'est pas simplement des ralliements de personnes ou des effacements, c'est à partir de projets, à partir d'une vision pour le pays. Et j'ai proposé en décembre une primaire. Vous le regrettez? Une primaire, mais je vous reprends. J'ai proposé une primaire, une vraie primaire, c'est-à-dire un moment qu'on aurait pu avoir devant nos concitoyens. D'ailleurs, toutes les chaînes de télé étaient disponibles pour, en décembre et en janvier, relayer devant les Françaises et les Français les propositions des candidats. Toutes les chaînes de télé étaient là aussi pour relayer le résultat. Non, mais je ne parle pas de la primaire populaire. Je parle d'une primaire dans laquelle il y avait un vote, un vrai vote, avec des gens qui votent, peut-être par Internet, mais aussi physiquement, parce qu'on sait que le vote Internet, il ne permet pas à beaucoup de nos concitoyens non plus d'aller voter. Il permet à une catégorie, mais pas à tous. Donc le mixte des deux pouvait être intéressant. Et surtout après des débats, après une présentation des propositions. Ça a été rejeté, je le regrette. Maintenant, on n'est plus dans ce temps-là. On est dans le temps de la présentation des propositions et j'ai hâte d'en parler avec vous. Alors justement, Anne Hidalgo, dans quelques jours, quelques semaines, j'allais dire, élections présidentielles, et vont suivre, j'allais dire presque naturellement, les élections législatives. Vous souhaitez inverser les choses. D'abord les législatives et ensuite la présidentielle. Oui, pourquoi? Absolument, ça fait partie de mes propositions parce que je pense que justement dans cette hyper-présidentialisation de notre régime, l'inversion du calendrier finalement a conforté cette idée de présidentialisation et fait que l'élection qui suit est une élection qui en fait confirme l'élection présidentielle et qui finalement donne peu de pouvoir à l'Assemblée nationale, enfin aux citoyens, ils leur donnent le pouvoir, ils l'ont le pouvoir, mais en tous les cas donne quelque chose qui ne permet pas une pluralité plus grande des opinions au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que justement pour remettre notre 5e République aussi dans le bon ordre, il faut repartir du Parlement. Je pense que le Parlement, pour moi les démocraties parlementaires sont beaucoup plus intéressantes, même si je sais que les Français, et je le suis aussi, sont attachés au vote du président, au suffrage universel direct. Et ça, je ne le remets absolument pas en cause. Mais je pense que pour la bonne santé, pour la bonne vitalité et la bonne représentation de nos concitoyens et aussi des débats qui les animent, il faut que le Parlement retrouve son rôle et sa place, pas simplement dans l'élaboration de l'ordre du jour et par un autre mode d'élection, mais aussi par la temporalité, qu'il soit élu avant et ensuite effectivement la présidentielle. Et on va continuer de parler institution Anne Hidalgo. Place maintenant aux questions des conseillers. Alors, vous avez devant vous des membres du CESE, le Conseil économique, social, environnemental, Anne Hidalgo, qui se sont réunis pour élaborer et tirer au sort des questions qu'ils vont vous poser, non pas au nom de l'institution, au nom de l'institution et non pas à leur nom propre. Vous avez devant vous 3 conseillers du CESE et un des citoyens qui travaillent avec eh bien, ces gens-là, ici, sur la question de l'engagement des jeunes. Ils ont tous été tirés au sort. On en parlait tout au long de cet après-midi, en direct sur France Info, de cette défiance à l'égard des politiques, du jeu démocratique qui s'est accentué ces dernières années au risque de mettre en péril, en danger notre modèle de démocratie. C'est le constat qu'ont fait également ces gens qui sont ici dans un avis qu'ils ont rendu en 2019 précisément. Eh bien, le CESE considère qu'elle peut recréer la confiance, notamment avec l'organisation de conventions citoyennes, comme ça a été le cas d'ailleurs sur la convention citoyenne sur le climat, et à noter enfin que les citoyens peuvent saisir le CESE eh bien, dès lors qu'ils atteignent les 150 000 signatures dans une pétition. Je vais laisser la parole à Lionel Degnaud, il est militant associatif, qui a une question à vous poser, Lionel. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Au sein de la démocratie, quelle place accordez-vous à la participation du public, des citoyennes, des citoyens, et plus particulièrement au Conseil économique, social et environnemental ? Merci. C'est une place essentielle, on l'a dit, il faut plus de rapports directs entre les citoyens, plus d'interaction et leurs institutions, qu'ils ne soient pas simplement consultés, mais qu'ils prennent part à la décision et à l'élaboration notamment de la loi. Je suis pour, je vous l'ai dit, le référendum d'initiative citoyenne. Je suis pour aussi qu'il y ait dans chaque département, et en lien bien sûr avec le Conseil économique et social, qu'il y ait des assemblées
assemblées qui permettent d'organiser, de travailler sur la participation citoyenne, par exemple sur l'élaboration d'amendements citoyens dans des processus législatifs. Je suis pour que le CESE devienne cette véritable chambre de la société civile, que d'ailleurs une partie des membres du CESE puisse être aussi tirée au sort. Je sais que ça a fait débat et c'est ce qui a empêché ces derniers, dans ce quinquennat, d'avancer sur cette voie-là. Mais je pense que cette participation citoyenne qu'il faut organiser est quelque chose d'indispensable. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de venir ici, de participer, d'écouter, et avec notamment Jean Jouzel, à la Convention citoyenne sur le climat. Cette Convention citoyenne a montré cette intelligence, cet engagement, ces solutions. Malheureusement, ça a été dévoyé puisque ça n'a pas du tout été repris. J'ai par exemple, parce que je veux bien aussi apporter mon expérience de maire pour justifier de mes propos. Au moins, moi, j'ai un bilan, hein, donc on peut voir si ça marche ou ça marche pas. Mais sur les questions de démocratie participative et de participation citoyenne, j'ai mis en place, par exemple, une assemblée citoyenne de citoyens qui se réunissent avant le conseil municipal, c'est-à-dire avant notre assemblée délibérative. Et je pense que la façon d'intervenir directement dans les décisions pour nos concitoyens, c'est là que se trouvent tous les anticorps par rapport à ce risque démocratique et à cette crise démocratique que nous vivons aujourd'hui. Donc il ne faut pas avoir peur de cela, et je pense que le Conseil économique et social, cette chambre de la société civile, doit pouvoir aider à organiser, parce qu'il faut aussi bien sûr organiser cette initiative citoyenne par des conventions citoyennes ou par même des conférences de consensus. Vous voyez, par exemple, sur un sujet comme la question de la légalisation du cannabis, je pense qu'il faut qu'en politique, on apprenne à créer du consensus, pas simplement à poser les positions contraires et à s'affronter sans que jamais personne fasse un bout de chemin. Ce sont des sujets très complexes. Et je propose, par exemple, qu'il y ait une conférence de consensus. Évidemment, sur qui pourra-t-elle s'appuyer? Sur le Conseil économique et social et environnemental. Donc, c'est vital pour nous. Je le vois comme tel, c'est vital. Mais il faut aussi que dans l'éducation, vraiment dès le départ, on puisse apporter tous les éléments qui permettent aux jeunes de comprendre combien la démocratie est fragile, combien c'est précieux et combien c'est fragile. Pardon, le temps file. On est ici, je le disais tout à l'heure, dans l'un des temples de la démocratie. Les membres du CESE représentent les corps intermédiaires, les syndicats, les associations, les entreprises. Il y a les sénateurs qui représentent les territoires et les élus de l'Assemblée nationale qui sont les élus de la nation. Et Lionel avait une seconde question à vous poser sur ce sujet-là. Oui, c'est sur l'équilibre entre les trois assemblées. Est-ce qu'il vous semble toujours assuré aujourd'hui, et à défaut, que faire pour l'améliorer? Aujourd'hui, les trois assemblées ne sont pas dans un équilibre, puisqu'il y en a une, celle-ci, qui n'est pas encore suffisamment présente. Elle peut s'autosaisir, elle peut être consultée, mais je pense qu'elle doit devenir vraiment une assemblée qui, dans le processus législatif, interviennent sur des avis, mais aussi sur l'élaboration de la loi. Et je le redis, je pense que si on veut impliquer nos concitoyens dans la participation, dans la vie de la nation, il faut les impliquer à la fois à l'élaboration de la loi et à l'évaluation de la loi. Et dans cette élaboration de la loi, le CESE doit avoir un rôle reconnu dans la Constitution, reconnu institutionnellement, parce que je pense que la participation des citoyens à l'élaboration législative n'est pas aujourd'hui reconnue comme telle. Elle est admise quand on va faire une convention citoyenne, mais enfin, si c'est pour aboutir aux résultats qu'on a vus sur la convention climat, c'est pas la peine. Ça désespère tout le monde, ça désespère notamment ceux qui ont bossé, qui se sont vraiment formés sur une question, qui ont apporté toute leur intelligence, leur énergie, et qui n'en voient pas le résultat. Donc il faut vraiment pour moi que dans dans ces 5 ans qui viennent, le CESE devienne une chambre reconnue et ayant un rôle qui soit un rôle
codifié, évidemment, dans la production législative et notamment centré sur tout ce travail et cette émergence du travail des citoyens pour participer à la vie de la nation et notamment à l'élaboration de la loi. Alors, Anne Hidalgo, les membres du CESE ici ont travaillé sur une autre question fondamentale, celle de la justice fiscale. Comment l'impôt peut être compris et accepté par les Français et surtout savoir comment leur argent est dépensé. C'est Franck Thivierge, syndicaliste, qui a une question. Oui, bonjour, Bonjour Madame Hidalgo. Ma question concerne le thème effectivement de la fiscalité au cœur du pacte démocratique. Très directement, que proposez-vous pour réhabiliter le consentement à l'impôt, rendre la fiscalité plus juste, plus efficace, afin de répondre aux enjeux de résilience, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux? Il faut d'abord arrêter de faire peser l'effort fiscal, l'effort de toutes les transitions, y compris la transition écologique, sur les classes moyennes. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui payent le prix fort. Elles sont les plus nombreuses, donc c'est sur elles que ça tombe. Ça tombe par l'impôt sur le revenu, mais aussi par le poids et l'impact pour les classes moyennes et les catégories populaires de la part de la TVA dans les ressources qui sont celles qui nous permettent de financer nos services publics et nos orientations, nos objectifs. Donc une fiscalité plus juste, ça veut dire, pour moi, rétablir l'impôt sur la grande fortune, le flécher vers justement l'accompagnement des mesures individuelles, sociales liées à la transition écologique. Ça veut dire aussi que cette fiscalité doit, par exemple, vis-à-vis des entreprises, non pas peser sur notre économie et sur notre compétitivité, mais il faut bien sûr que, par exemple, lorsque des entreprises sont aidées, eh bien, il y ait des contreparties à ces aides qui sont notamment les objectifs en matière sociale, environnementale, en matière, par exemple, d'égalité salariale femmes-hommes. Donc il faut revoir cette fiscalité d'une façon beaucoup plus juste, le principe étant que ça ne peut pas peser exclusivement ou majoritairement sur les classes moyennes parce qu'elles sont les plus nombreuses. Et puis, il y a la question de comment on fait comprendre à quoi sert l'impôt. S'il est réparti plus justement, souvent on nous a dit, vous savez, avant de parler répartition, il faut produire la richesse. Aujourd'hui, objectivement, la richesse, elle est produite. Le problème, c'est bien sa répartition. Je vous invite à lire un excellent rapport de l'OCDE de 2019 qui explique comment les populismes sont en train d'envahir la planète parce que justement les inégalités sociales se sont creusées et que ce sont les classes moyennes qui ont payé le prix fort. Donc il faut à l'école aussi, à l'école et par les services publics, que les services publics soient présentés non pas comme des dépenses qui seraient des dépenses inutiles pour les Françaises et les Français, mais les services publics, que ce soit l'école ou la santé, sont des amortisseurs, ce sont des droits, ce sont des éléments qui donnent de l'égalité entre nos concitoyens. Donc il faut aussi du volontarisme pour présenter cette dépense publique, pas simplement comme des charges qui seraient illégitimes. On a besoin évidemment d'avoir des financements pour garantir cette égalité, parce que quand il n'y a pas d'égalité, c'est le chaos démocratique et social. Anne Hidalgo, les impôts, vous l'avez dit, ça sert justement à financer notre système de santé, la solidarité nationale. On est au cœur d'une pandémie mondiale, le Covid, qui rythme et disons-le, empoisonne nos vies depuis 2 ans déjà. Et les conséquences, elles sont aussi politiques. Et je sais que Franck Thivierge avait une deuxième question. Question complémentaire. Donc, quel enseignement pour le futur tirez-vous de la période de pandémie que nous traversons en matière de démocratie sanitaire, et particulièrement au service du renforcement de l'hôpital et globalement de notre système de santé? Plusieurs choses. D'abord, dans la conduite de cette pandémie, le fait d'avoir un conseil de défense qui met sous le secret défense des décisions qui concernent notre santé dans une pandémie, ça n'a pas de sens. Et ça n'est pas efficace. Il faut impliquer la population, il fallait impliquer beaucoup plus les élus locaux et je pense que ça, c'est la première leçon que je tire. Trop de bureaucratie, pas assez de pragmatisme, pas assez de participation et d'implication et d'appel à l'intelligence des citoyens. Deuxièmement, un système de santé qui a tenu, grâce à quoi? À l'abnégation de nos soignants. À l'abnégation de nos soignants. Et à quel prix? Ils sont rincés, lessivés.
Et on a vu ce qu'on savait. On était un certain nombre à savoir qu'il y avait quand même une crise à l'hôpital avant. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? 5700 lits supprimés après la pandémie. On n'a tiré aucun enseignement. Donc oui, réparer l'hôpital public, permettre à nos soignants de venir travailler, pas la boule au ventre, mais de venir travailler dans des conditions qui soient humaines, des conditions de travail qui soient acceptable, digne, avec des salaires, avec des recrutements. Oui, il faut recruter 15 000 médecins par an. Oui, il faut recruter 25 000 infirmiers et infirmières par an pour satisfaire les besoins de santé publique de nos concitoyens. Et puis, je pense aussi qu'on a vu autre chose, qui était la grande dépendance de notre pays. Grande dépendance aux médicaments, aux produits qui permettaient de produire ces médicaments et aussi à un certain nombre de matériels. Je parle bien sûr les masques et beaucoup d'autres choses, les respirateurs aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on réindustrialise, qu'on se redonne de la souveraineté sur ces questions de santé et que l'on réindustrialise nos territoires. Par Air Liquide notamment, qui est un des leaders mondiaux. Et vous voyez, je pense en plus c'est quand même une économie qui est très largement soutenue par l'effort public entre les cotisations de l'assurance maladie et le budget de l'État. Donc on est vraiment dans un domaine où l'État peut impulser une politique de santé publique qui est aussi son effet en termes de politique industrielle et de remettre partout sur le territoire aussi de l'activité économique qui soit là pour créer de l'emploi, mais aussi servir notre besoin en matière de santé. Et je ferai une grande politique de santé publique, parce que le grand sujet aussi, le grand oublié là dans cette pandémie, c'est l'urgence, mais quand même, regardez entre la France et la Suède, l'espérance de vie en bonne santé pour un homme, elle est de 65 ans en France, elle est de 73 ans en Suède. Ça tient à quoi? À la politique de santé publique, alimentation, activité physique, etc. Anne Hidalgo, l'autre urgence, c'est bien sûr une urgence climatique. Des questions maintenant sur notre démocratie à l'épreuve des changements climatiques. En novembre dernier, l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, avait publié plusieurs scénarios qui permettraient d'aboutir à la nécessaire neutralité carbone en 2050, sauf que les voies empruntées sont totalement différentes. Premier scénario, il fait appel à plus de sobriété au quotidien, dans notre façon de produire et de consommer. L'autre scénario, lui, préserve nos modes de vie, mais fait appel à des paris technologiques pour compenser les dégâts dans la nature. Je vais laisser la parole à Pascal Coton, qui est syndicaliste, qui va vous poser une question. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Donc, dans les 4 scénarios qui viennent de vous être présentés, lequel vous semble plus en phase avec votre vision des choses et expliquez-nous pourquoi. Merci. Moi, ma vision sur la transition écologique, elle est très très claire. Il nous faut programmer, planifier cette transition d'un point de vue économique et d'un point de vue social. La planifier comment? J'ai proposé 4 odyssées industrielles. 4 odyssées industrielles, dont une grande odyssée sur la question des énergies renouvelables et une grande odyssée aussi sur les questions de santé, mais une autre sur les questions de mobilité. C'est quoi ces odyssées industrielles? C'est se mettre tous en mouvement, les entrepreneurs, le monde syndical, les citoyens, les universités, la recherche, pour se donner les moyens d'accélérer cette transition, de pouvoir accompagner socialement, bien sûr, les travailleurs des secteurs qui vont être impactés, qui doivent être décarbonés et sur lesquels il faut évidemment offrir des opportunités nouvelles et mettre en place la formation pour pouvoir accompagner les travailleurs dans ces mutations. Vous savez, j'ai longtemps travaillé au ministère du Travail sur les mutations industrielles dans les années 80. Vous étiez inspectrice du travail au départ. J'ai été inspectrice du travail et j'ai été aussi pendant un temps chargée justement de l'accompagnement des grandes mutations industrielles dans la métallurgie, dans la sidérurgie ou encore la chimie. Et je pense qu'il faut ces grandes programmations et planifications. Ensuite, il faut accélérer vraiment le tempo sur la question des énergies renouvelables. D'abord parce que c'est générateur d'emplois, c'est créateur de beaucoup d'activités et ça nous donnera les moyens dans le mix énergétique d'une plus grande indépendance. Et puis, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que cette transition écologique et énergétique ne pèse pas sur les plus fragiles. Regardez les chiffres donnés par Oxfam ce matin. 67 milliardaires
ont un bilan carbone équivalent à 50% des Français. 50% des Français. Et on va faire peser les questions relatives à la transition écologique sur les Français et les Françaises modestes qui ne peuvent pas changer de voiture parce qu'une voiture électrique, ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui, qui ne peuvent pas rénover leur appartement parce que ça coûte trop cher. Je propose de mettre en place ces aides individuelles, financées d'ailleurs par l'impôt sur la grande fortune, pour pouvoir accompagner, que le reste à charge pour ces familles modestes soit très très faible. Donc cette transition écologique, il faut la faire de façon très déterminée, en s'appuyant aussi sur l'Europe. Il reste dans le plan de relance sur les 39 milliards dont la France pouvait bénéficier, il reste encore une vingtaine de milliards sur lesquels je pense que nous devons absolument orienter sur cette transition qui doit être une transition juste. Ce que je dis souvent, c'est je ne veux pas juste l'écologie, je veux une écologie juste. Et la sobriété, parce que bien sûr, il faut aller aussi vers cette sobriété, mais je ne suis pas pour des scénarios de décroissance. Je suis pour une croissance inclusive, une croissance décarbonée, une croissance qui tienne compte aussi d'indicateurs de bien-être et pas simplement de biens matériels, mais je suis vraiment pour que l'on puisse aller vers une société qui continue à créer du travail, de l'emploi et de l'activité. Vous qui avez été inspectrice du travail, Anne Hidalgo, vous allez savoir de quoi je parle. 3 lettres, PIB, le produit intérieur brut, qui permet de mesurer la richesse d'un pays, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais depuis 2009... 2200 milliards. Depuis 2009, vous allez voir le CESE, vous allez l'entendre surtout, pointe les limites de cet indicateur et estime qu'il est plus forcément adapté aujourd'hui avec l'évolution de notre société. Sur ce thème, c'est Pascal Coton qui vous pose une question. Donc, Madame Hidalgo, comptez-vous relancer la production du rapport annuel indispensable à l'information des citoyens et des citoyennes et indispensable au travail du CESE pour que nous puissions avancer vers de nouveaux indicateurs de richesse? Merci. Oui. Oui, 1000 fois oui, on a besoin de cela parce qu'on ne peut plus calculer la création de richesses et de valeurs sur les critères classiques qui sont ceux hérités du monde des énergies fossiles et qu'il faut intégrer parce qu'il faut absolument que toute notre économie tende vers quoi? Vers le bien-être humain. Ça ne peut pas être autre chose. L'activité humaine ne peut pas être tendue vers autre chose que le bien-être humain. Il faut intégrer la dimension de la prédation des ressources naturelles qui ne peut pas être valorisée dans les indicateurs du PIB. Je propose bien sûr qu'on aille vers des indicateurs qui intègrent le bien-être des populations, qui intègrent des critères qui sont des critères humains, des critères sociaux et des critères environnementaux, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous produisez une voiture, vous créez du PIB, vous passez au vélo, vous détruisez du PIB. Ça n'est pas possible. Il faut que l'on tienne beaucoup plus compte de ce que doit être la création de valeur dans un monde décarboné. Et vous savez qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui sont entrepris dans ce domaine-là. L'INSEE y travaille. Il y a des travaux à l'échelle européenne. L'ONU s'en mêle aujourd'hui. Et je pense que le CESE doit pouvoir jouer ce rôle-là à travers ce rapport. Et pour votre information, parce que là aussi, mon expérience de maire de Paris, j'ai proposé et j'ai travaillé, par exemple, avec Jacques Attali sur des indicateurs de positivité pour essayer d'évaluer ce qu'était l'activité économique de la ville de Paris, pour renseigner pas simplement par des critères comptables, qui sont importants, je ne veux pas les sortir, mais aussi par des critères qui sont des critères d'efficacité, de ressenti de la population sur les politiques publiques menées. Et je crois que c'est très important, y compris par rapport à la question précédente, sur à quoi sert l'argent public, à quoi peut-il servir. Je pense que c'est beaucoup plus facile de justifier qu'il sert au bien-être humain que à finalement enrichir ou détruire la planète. Anne Hidalgo, Léa Lempereur s'impatiente depuis un petit moment. Alors, elle n'est pas conseillère, non, si. Elle n'est pas conseillère ici au CESE, elle est citoyenne, mais associée au travail du CESE sur les questions de démocratie et plus spécifiquement sur l'engagement des jeunes. C'est à vous, Léa. Tout d'abord, bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. J'avais une question pour vous. Ce serait donc, quelles sont pour vous les raisons de l'abstention de vote chez les jeunes et que comptez-vous faire pour lutter contre cette abstention?
Je pense que la vie politique est devenue quelque chose, la façon dont on rend compte de la vie politique dans nos médias est devenue quelque chose qui ne parle pas aux jeunes et aux citoyens en général. En revanche, dès qu'on vient à un rapport plus réel, plus à hauteur de regard, dès que, par exemple, des jeunes citoyens viennent très tôt d'ailleurs dans des conseils municipaux d'enfants, dans des conseils de la jeunesse, dans des assemblées citoyennes, eh bien, on se rend compte que, et les citoyens se rendent compte de ce qu'est la décision publique parce qu'ils y prennent part. Donc, je pense qu'il faut multiplier ces possibilités-là dès le plus jeune âge. Vous savez, par exemple, je reprends là mon expérience de maire de Paris, parce que ça m'importe beaucoup la participation des jeunes. Lorsque j'ai proposé en 2014 le budget participatif et que je l'ai ouvert aux enfants dans les écoles à partir de 7 ans. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, avec leurs enseignants, ont travaillé sur des projets pour une école, les ont proposés, ont défendu leurs projets, ont obtenu parfois un vote favorable, ont pu les mettre en œuvre après. Je crois que la démocratie, il faut la vivre, il faut la pratiquer. Et cette pratique doit être, dès le plus jeune âge, intégrée à l'enseignement scolaire et tout au long de la formation. Et puis, je suis pour le droit de vote à 16 ans. Ça me paraît aussi... je sais que beaucoup de jeunes ne sont pas favorables à ça. Moi, je pense qu'il faut donner vraiment ce goût de la démocratie, ce goût de savoir quels sont les projets, pour qui on va voter, comment on va... Parce que le principal pouvoir, le premier pouvoir d'un citoyen, c'est son vote, c'est son bulletin de vote. Ça, personne ne peut le lui enlever. Et il faut qu'il puisse le pratiquer pour savoir ce que ça signifie, y compris dans la durée, y compris demander à ceux qu'il a élus de rendre des comptes s'il n'est pas d'accord, y compris de dire je change après mes options parce que je suis déçu par tel ou tel. Mais il faut qu'il y ait cette pratique et ça commence par l'école. Anne Hidalgo, 87% des jeunes ne se sont même pas déplacés au bureau de vote lors des précédentes élections régionales. Vous souhaitez avancer le droit de vote dès l'âge de 16 ans, ça va tout régler? Non, bien sûr que ça ne réglera pas tout parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut que l'on crée des anticorps contre le populisme, des anticorps contre ces atteintes à la démocratie qu'on vit tous les jours. Cette façon aussi de dépolitiser. Ces 5 années que nous venons de passer ont été 5 années où on a tout dépolitisé. Il suffisait d'être un technicien d'un sujet. Regardez les ministres, il y a quelques ministres qui sont des politiques aguerris. La plupart des autres, ils font ce qu'ils peuvent, ils font, voilà, je ne veux pas les critiquer de cette façon-là, mais quand même, on voit bien que on a perdu le sens de l'engagement. Moi, quand on me dit, mais quand même, votre truc là, il est totalement minoritaire et vous continuez à le défendre, ben oui, parce que l'engagement, c'est même quand on est minoritaire et qu'on pense qu'on a quelque chose à apporter dans le débat public et quelque chose qui peut aider tout le monde, c'est d'aller convaincre. C'est pas simplement de se dire c'est minoritaire et donc j'arrête. Heureusement, sinon il y a plein de grandes avancées sociales, sociétales dans notre pays qu'on n'aurait pas si nos prédécesseurs s'étaient arrêtés au fait qu'à un moment donné leur idée était minoritaire. Il faut redonner vraiment ces lettres de noblesse à l'engagement. À qui, à quoi on est utile quand on s'engage. Alors c'est vrai qu'il y a des politiques qui ont donné plutôt le sentiment qu'ils venaient se servir plutôt que de servir et qu'il faut revenir à la noblesse de cet engagement qui est rude, qui est quelque chose à la fois de passionnant mais de très exigeant parce qu'il faut savoir pourquoi à un moment donné on veut aller représenter ses concitoyens. Il faut savoir à quoi on va leur être utile et donc ces questions-là, il faut les reprendre. Le vote à 16 ans ne réglera pas tout, mais dès l'école, il faut qu'on prenne conscience de la fragilité de la démocratie. Moi, je suis née dans l'Espagne franquiste. Je suis née, j'avais 2 ans quand je suis arrivée en France. Mais je sais ce que c'est un pays dans lequel on est privé du droit de vote, dans lequel on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de donner son opinion. C'est très fragile et on a tendance, dans notre belle République française, on a tendance à se dire « mais ça, chez nous, ça n'arrivera jamais ».
Je pense qu'il faut être toujours vigilant. La montée des populismes, tels qu'on les voit, y compris dans notre pays, est un véritable danger pour la démocratie. Alors, donc il faut le faire vivre. Léa Lempereur avait une question d'ailleurs sur le droit de vote des 16 ans, mais je pense que vous avez votre réponse. Mais vous avez une question également qui concernait l'école. Du coup, ma question était, pensez-vous qu'il serait possible d'instaurer une matière spécifique tout au long de la scolarité des jeunes afin de leur inculquer l'importance du vote, du choix politique ainsi que du réel fonctionnement de la démocratie ? Oui, bien sûr. Je pense, quand je vous disais, ça s'apprend au plus jeune âge, mais je pense que ça doit se pratiquer, s'apprendre et se pratiquer. Moi, je crois beaucoup à toutes ces formes qui peuvent permettre aux enfants de comprendre que, en fait, on n'est rien tout seul, qu'il vaut mieux essayer dans un groupe de créer des consensus, des alliances, des capacités à agir ensemble. Et d'ailleurs, dans notre système éducatif, dans les propositions que je fais, il y en a une qui vise justement à ouvrir beaucoup plus les pédagogies. Là aussi, l'OCDE, elle dit quoi sur notre système éducatif? Que ça s'effondre, qu'on est vraiment de moins en moins bon. Et l'OCDE dit dans son dernier rapport qu'ils sont très inquiets parce qu'en France, il y a deux choses qui ne bougent pas. L'ouverture vers des pédagogies plus collaboratives et vers des pédagogies qui intègrent le fait qu'on apprend aussi en faisant, par le projet. Et ça, je pense que c'est au cœur aussi de l'évolution de notre système éducatif, en s'appuyant sur la connaissance, sur ce que font les professeurs auprès de nos enfants, qui doivent, et qui le font aujourd'hui, mais qui doivent être beaucoup plus accompagnés, beaucoup plus libérés dans ces pédagogies qui permettent de montrer justement qu'on peut décider à plusieurs, qu'on peut partir d'un sujet où on peut être en désaccord et même en profond désaccord, mais à quoi sert la démocratie? À créer du consensus, à créer de la capacité à vivre ensemble, à prendre des décisions et surtout à vivre en paix. Anne Hidalgo, quand on voit justement les intentions de vote des jeunes, alors les jeunes sont motivés. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, ce sont deux sondages Ipsos Sopra Steria. 8 jeunes sur 10 sont prêts à se déplacer. Mais ils sont pour la moitié d'entre eux, à peu près, pas certains, ils ne savent pas où se positionner sur l'échelle, sur l'échiquier gauche-droite. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre d'aller voter pour vous? On le disait dans les sondages, il y a ce paradoxe entre les parrainages, vous avez plus d'1 millier de parrainages aujourd'hui déposés au Conseil constitutionnel, mais quand on voit les sondages ce matin, vous êtes à 2,5. Alors déjà, comment l'expliquer? Et puis comment convaincre les jeunes d'aller voter pour vous? Moi, je ne vais pas expliquer les sondages parce que je me méfie beaucoup de la démocratie sondagière dans laquelle on voudrait décider à notre place et d'une certaine façon nous conditionner. Donc, je laisse ça de côté et je suis là pour parler, pour proposer, pour engager. Comment convaincre les jeunes? D'abord, il faut qu'ils aillent voter parce que ce pouvoir-là, personne ne peut le leur retirer. Et c'est le pouvoir principal qu'ils ont aujourd'hui. S'ils ne l'utilisent pas, les politiques vont continuer à dire les jeunes, ça vote pas, donc ils auront beau raconter qu'il faut faire des marches climat, qu'il faut s'engager dans la transition écologique, ils ne les suivront pas, ils ne se sentiront pas poussés à les suivre. Et je dis aux jeunes, vraiment, prenez ce bulletin, allez voter, parce que ça, c'est quelque chose, et je sais que les jeunes sont à la fois très engagés sur le climat et très engagés sur les questions sociales, parce que ces questions de solidarité sont extrêmement importantes à leurs yeux, et c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que vraiment ils se sentent libres d'aller vers le choix qui est le leur. Le vote, le seul vote utile, c'est le vote qu'on fait en sincérité, en conscience, le vote qu'on fait en se disant c'est ça le chemin que je veux prendre. Et c'est pas est-ce que les autres y pensent comme moi, est-ce que finalement il y a des calculs à faire. Ne faites pas de calculs, allez choisir celle ou celui, en l'occurrence celle, c'est mieux, une femme de gauche, c'est mieux, qui a une vision pour le pays, qui a une connaissance aussi des enjeux internationaux, qui est très engagée, vous pouvez le vérifier, sur les questions environnementales et très engagée aussi sur les questions sociales. Donc voilà, vous avez plein de bonnes raisons de me faire confiance, pas aveuglément. Regardez, écoutez, renseignez-vous et surtout, exercez votre libre arbitre. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Anne Hidalgo, d'avoir été avec nous.